Bien, ben on va commencer les interventions de ce séminaire et le partage d'informations. Alors, on a souhaité faire une première partie aujourd'hui sur des composantes qu'on n'a pas regardées jusque-là. On parle beaucoup de lentilles, de Fresnel, de la théorie ondulatoire, etc. Mais Fresnel, c'est pas que ça. Fresnel, c'est aussi un ingénieur polytechnicien qui s'est spécialisé dans les ponts et chaussées et qui a débuté dans ce métier de travaux. Et donc, on s'est dit que c'était important de montrer d'autres composantes, et en particulier tout ce qui était autour de la lentille et qui permettait d'avoir un signal. Alors, il y a bien sûr la cuve à mercure qui va permettre à l'optique de tourner correctement. Et là, maintenant, le mercure, bien, c'est quelque chose que il faut se poser la question, est-ce qu'on le laisse? Est-ce que réellement il y a un danger? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions différentes? Alors, on va voir ça avec Yves-Marie Blanchard, qui prend la place de Michel Koussker pour cette intervention. Et puis après, on va s'intéresser à l'ouvrage lui-même, avec deux interventions par des universitaires. Alors, une universitaire française et une universitaire anglaise, qui vont vous parler des sollicitations sur les structures des ouvrages. Et après, comme on l'a dit jusqu'à maintenant dans les différentes interventions, ben les phares, c'est un objet fonctionnel, c'est aussi un patrimoine qu'il faut arriver à faire partager. Et donc, il y a quelqu'un qui va vous parler de comment on met en valeur les phares et comment on les partage avec un grand public. Je vais, contrairement à d'habitude, m'arrêter là et être assez concise pour qu'on tienne le timing et que vous puissiez après aller à Cordouan, parce que quand même, je pense que c'est ce que vous attendez aussi. Donc, j'appelle Yves-Marie, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, il se cache. Et j'ai pas de petite étiquette pour Yves-Marie, alors il va s'appeler exceptionnellement Solange Bajourou. Bonjour à tous. Donc, alors le bouton vert, c'est pour avancer. Alors donc moi je vais vous parler un peu un peu plus technique, mais il y aura des photos quand même, donc ça va être assez sympa sur les phares. Et en fait, une des choses qu'a fait Fresnel, il a en effet inventé sa lentille, qui est une rupture technologique, mais également il a pensé aussi à l'idée de comment la faire tourner, parce qu'à cette époque-là, on les faisait tourner sur des galets, il y avait plein de problèmes. Et donc, il a partagé cette idée qu'on pouvait le faire reposer sur un bain de mercure, parce que le mercure étant très dense, et que la lentille pouvait flotter et donc tourner sans pratiquement d'effort. Comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moteurs, on utilisait un contrepoids pour la faire tourner, et ça marchait très très bien. Bon, maintenant, le mercure, ça pose plus de problèmes au niveau de l'environnement, donc on commence à essayer en France de penser à changer cette technologie de rotation sur bain de mercure par autre chose. Donc juste une petite carte ici pour présenter le sujet mercure en France. Donc on voit que tout autour des côtes, on a régulièrement des phares. Donc c'est normal, en France, on pense, quand on veut faire du balisage, on pense faire ce qu'on appelle une ceinture lumineuse tout autour des côtes de France pour permettre aux navires de les contourner, de faire du jalonnement. Et c'est une particularité française, hein, c'est dû à Fresnel et à donc un peu plus tard Léonce Reynaud qui a fait cette ceinture lumineuse tout autour. Le but étant que le marin, à chaque fois, puisse voir au moins 2 phares pour pouvoir faire un point. Alors on en a beaucoup. On en a à peu près tous les 20 km. Donc dans le domaine maritime, on dit 10 000 nautiques. Donc tout autour, on a en France, on a pratiquement une centaine de phares qui sont encore équipés de cuves à mercure. Alors juste pour faire un parallèle, dans les autres pays, c'est pas du tout ça. Ils en sont à plutôt 10 fois moins. Donc dans les autres pays, ils ont déjà engagé depuis bien longtemps la transition du mercure vers d'autres technologies. Et nous, en France, on a continué à utiliser le mercure parce que c'était fiable, c'était intéressant, ça ne nécessitait pas d'entretien. Et ça fonctionnait, hein, tout simplement. Et on en avait beaucoup. Donc là, on en avait donc en 2016, on en avait encore
pratiquement 85. Bon, maintenant, on a commencé à engager une évolution vers une sortie de ces cuves à mercure vers autre chose, et on en a fait quelques-unes, donc on est plutôt sans doute aux alentours de 80 plutôt que de 85. Donc c'est un peu toute la présentation de ce qu'on est en train de faire sur ce sujet qui déroule. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bon, tout simplement, le mercure est utilisé dans, grosso modo, trois types d'emplois. Donc d'abord, dans des écrans tournants. Alors là, c'est une photo, je pense, du phare de Cordouan, donc on est très bien placé. Et là, c'est un écran qui vient devant la source lumineuse, qui vient faire des masques, qui permettent de faire un rythme. Donc le rythme, c'est important en signalisation maritime parce que c'est ce qui permet de discriminer un phare. On sait qu'il fait un éclat tous les 4-5 secondes, 2 éclats, 3 éclats, et ça avec la couleur, ça nous permet de dire, c'est tel phare. Donc l'écran tournant sert à ça. Alors celui-là, Cordouan, il est encore sur bain de mercure, je pense, mais on est en train de réfléchir à le remplacer. Un autre catégorie d'emploi, c'est le contact tournant. Donc quand des fois, il peut arriver que la source lumineuse doit tourner, et pour éviter que le fil électrique s'emberlificote, on va utiliser un contact qui plonge dans un bol de mercure et qui permet en tournant de maintenir le contact électrique. Donc là, c'est la photo qui est là, elle est au phare d'Eckmühl. Et puis le dernier emploi où il y a vraiment le plus de choses à faire, c'est les cuves à mercure. Donc c'est une sorte de gamelle sur lequel va flotter la lentille. Donc la lentille, ça peut aller d'une centaine de kilos jusqu'à ça peut se compter en tonnes, hein. Donc le mercure est vraiment très efficace. Avec le doigt, on arrive à la faire tourner et ça permet de moins consommer. Alors surtout si c'est en mer, c'est moins d'énergie, possibilité d'utiliser des panneaux solaires, etc. Donc là, on a un besoin de remplacer ces cuves pour plusieurs raisons, hein. D'abord, pour des raisons environnementales. Le mercure, si ça déborde, ça peut tomber dans la mer, polluer. Mais aussi pour des raisons d'hygiène et sécurité au travail, puisque dans des environnements avec un peu de chaleur, ça peut s'évaporer. Et peut-être, il pourrait y avoir un petit peu de concentration de mercure dans l'air. Donc, pour supprimer le mercure, on a plusieurs solutions qui sont envisagées. D'abord, pour supprimer les écrans tournants, la photo que je vous ai montrée de Cordouan, la première des techniques, c'est presque le plus facile à faire, c'est de rythmer la source lumineuse. Donc le rythmer, ça veut dire la faire s'allumer, s'éteindre au bon rythme, au lieu de faire passer un écran tournant devant. L'autre technique, c'est d'arriver à réduire un petit peu les portées pour passer en fanal industriel. Donc là, ce que vous voyez, c'est un fanal industriel un peu moins joli que les lentilles les lentilles de Fresnel, mais ça fonctionne. Donc, il fonctionne. Ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est facile d'emploi. L'inconvénient, c'est que c'est assez cher et ça ne respecte pas le patrimoine. Et en fait, la dernière des solutions que je vais vous présenter par la suite, c'est concevoir donc des solutions alternatives au mercure. Donc typiquement, c'est des roulements à billes en fait, hein, pour permettre de préserver l'héritage. Alors, un graphique. Là, ici, le graphique vous montre la répartition des cuves à mercure selon la distance focale des optiques. Donc, la distance focale, ça représente à peu près la taille, hein. Donc là, on voit par exemple le 0,9 tout à l'autre bout, ça veut dire que c'est des lentilles qui font pratiquement 2 mètres de diamètre, alors que la première, ça doit être, j'arrive pas à lire d'ici, c'est une 0,15, c'est à peu près 30 cm, c'est beaucoup plus petit. Donc là, on voit que la répartition des lentilles, elle est plutôt au maximum, elle est plutôt la plus importante entre des 0,25, c'est des 50 cm de diamètre, et des 0,30, c'est des 60 cm de diamètre. C'est là que se trouve le plus gros des lentilles de Fresnel dans notre parc de phares. Donc, ce qu'on cherche à faire c'est donc conserver l'aspect patrimonial, c'est important, on le sait.
beaucoup de gens sont attachés aux lentilles. Maintenant, de plus en plus, certains phares sont visités et nous, ça nous intéresse dans les phares et balises que les phares soient visités parce que derrière, ça ouvre le phare, ça permet de mieux respirer. C'est du gagnant-gagnant et ça conserve le patrimoine, enfin le génie civil par exemple. Ce qu'on voudrait, c'est conserver des caractéristiques équivalentes, donc de durée de vie notamment. On ne voudrait pas avoir à changer ça tous les 10 ans, qu'il n'y ait pas trop d'entretien, parce qu'aller en mer, ça peut être compliqué. Ça dépend des marées, des tempêtes, de la disponibilité des moyens. Et on voudrait aussi conserver le support de l'optique. Enfin, il y a plein de choses qu'on souhaite faire. Et on pense que la solution est réalisable pour les plus petites optiques, à peu près. Donc celles qui sont le gros, là, ce que je vous dis, qu'on voit sur le graphique. Donc on pense qu'au minimum, il y aurait jusqu'à donc 40% pour l'un et donc pratiquement 80% des lentilles qui pourraient être traitées par des roulements à billes. Donc, il y a eu il y a des tests qui ont été faits. Donc, le CEREMA, qui est l'organisme au sein duquel je travaille, a fait une première installation en 2019 au phare de Bel Air à La Réunion. Alors, pourquoi ce qu'on essaye de faire au départ dans les destinations lointaines? C'est d'abord parce qu'à La Réunion ou bien en Guadeloupe, en Martinique, ça chauffe et puis donc le mercure s'évapore plus vite. Il y a aussi des tremblements de terre qui fait qu'il peut y avoir des débordements. Donc c'est vraiment vers là qu'on va commencer à déployer les cuves. Et puis après, on le fait aussi pas très loin de chez nous aussi pour tout simplement pour y accéder plus facilement et puis regarder le vieillissement. Donc voilà une photo d'une cuve que le CEREMA a mis au point. Donc on voit qu'on conserve l'aspect général des cuves à mercure qui sont sur site avec une sorte de gamelle. Alors en fait, on va mettre le roulement à billes à l'intérieur et on va mettre aussi de l'huile, une huile choisie pour mieux durer dans le temps, pour maintenir le graissage et la durée de vie. Donc c'est ces deux solutions-là et en fait, ça fonctionne très très bien. Là, bon, c'est dans les locaux du CEREMA, il y a deux cuves deux cuves avec des roulements à billes qui baignent dans l'huile, qui sont en test et en rodage, j'ai envie de dire, parce on les fait tourner un petit peu avant de les installer sur site. Donc la mise au point. Donc était bien là et donc bon, on va voir sur les photos après un petit peu plus en détail comment est-ce qu'elles sont détaillées par des coupes ou des photos. Un exemple de mise en œuvre. Alors on l'a fait en Dirmessa et puis on se disait comme on est ici sur le site, on s'est dit qu'on allait présenter la mise en œuvre d'un roulement à billes au phare de Contis. Donc le phare de Contis, c'est dans les Landes. Alors c'est la jolie photo qu'on voit en haut à droite. Alors c'est sympa parce que la marque de jour, on voit qu'elle tourne comme ça, un petit peu comme Enfin, moi je trouve toujours sympa ce design de peinture là. Donc là, on voit en coupe en quoi ça. C'est tout simple. Il y a deux roulements à billes. Il y en a un qui supporte l'optique et puis il y en a un qui assure le centrage un petit peu plus haut. Alors, certains appellent ça une friteuse même parce qu'on met de l'huile dans une gamelle. Voilà. Quelques photos. Donc, au début, on arrive. Il faut d'abord prendre les cotes pour voir où est-ce qu'on va les installer, où est-ce qu'on va ancrer la cuve, faire les perçages. Donc, on la démonte. Donc, on voit les panneaux sont démontés sur le côté. Ils sont posés sur le côté. L'étape délicate, c'est vidanger l'ancienne cuve à mercure. Comment est-ce qu'on fait pour vider la cuve avec le mercure et faire qu'on le retraite parce qu'on essaye il faut que ce soit retraité donc c'est confier le mercure une fois récupéré et confié à une société privée pour une réutilisation. Donc là, on voit que les agents qui sont intervenus, ce sont des agents du CEREMA, et ont tout l'équipement de protection nécessaire avec les masques, les combinaisons. Et donc c'est un robinet à ouvrir, mais après il faut nettoyer toutes les dernières gouttelettes qui restent au fond. Donc il y a tout un travail à faire. Donc c'est démonté. Une chose que j'avais pas dite dans le cahier des charges,
on voulait que tout puisse être transporté à la main, parce qu'on le sait, dans les phares et balises, un des problèmes, c'est que on peut pas faire intervenir tout le temps de gros engins pour transporter les choses, des grues. Donc c'est mieux de pouvoir arriver à le démonter des petites choses qu'on vient assembler sur site, plutôt que d'avoir un gros roulement qu'on puisse utiliser, où on nécessite des engins pour être installés. Donc, une fois que le mercure a été vidé, que les optiques et les anciennes cuves ont été démontées, il faut réinstaller la nouvelle. Donc, quelques photos. Là, on voit une vue de l'intérieur avec le roulement à l'intérieur. Et puis, à la fin, on remet en œuvre. Et pour que ça puisse... Ah, c'est pas encore là. Là, oui, c'est une petite photo là sur... on va mettre en place les moteurs. Alors, juste un petit focus là-dessus, c'est que le mercure, alors on l'a dit, hein, c'est quelque chose d'efficace qui tourne un peu tout seul. Quand on le pousse, ça vient tourner sur l'inertie, c'est magique. Et bien avec les roulements à billes, il y a très très peu de différence. Donc ça marche très bien également, et on a pu conserver les mêmes moteurs sur le mercure sur les roulements à billes que sur le mercure. Et là, les solutions qu'on met en œuvre en France, c'est 2 moteurs. Il y en a un qui est en principal et un autre en secours. Il y en a un qui fonctionne 70% du temps, l'autre 30% du temps, pour que s'il y en a qui tombe en panne, l'autre puisse prendre le relais. Les phares et balises, c'est un service très technique où on essaye toujours de mettre au point des solutions qui durent dans le temps et qui sont réparables et dépannables facilement. Et donc voilà, ça éclaire. Je vous remercie. Donc, je pense qu'on va prendre les questions sur ce sujet maintenant. Donc voilà, qui veut... Oui, mais là, peut-être un peu, parce que c'est un sujet un peu particulier. Il veut vraiment pas. Non. Donc, je vais appeler Nathalie Domingue, qui va vous présenter un travail sur les l'île Vierge, le phare de l'île Vierge. Et je vais lui laisser la parole de suite. Il nous martyrise, alors moi je suis bavarde en plus. Bonjour à tous. Voilà, c'est bon. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence qui me donnent l'occasion de vous présenter des travaux de recherche que j'ai encadrés à Toulouse en partenariat avec... alors, comment je fais avancer? C'est ça. En partenariat avec le CERAMA à Brest et notamment Nicolas Fady de Plouzané. Alors, je reviens au titre. Donc en fait, je vais vous parler effectivement du phare de l'île Vierge et d'action climatique. Et donc je ne vais pas vous parler d'optique et peut-être vous montrer certaines compétences de Fresnel auxquelles vous ne pensez pas. Alors, je vais commencer en fait par vous décrire un petit peu le phare de l'île Vierge et puis surtout qu'est-ce qui nous a amené à faire un programme de recherche de 4 ans. Et bon, voilà, je vais commencer par décrire le phare, ça sera plus simple. Alors, voilà, je vois l'écran, c'est ça qui me manquait. Il est là. Donc voilà, alors l'île Vierge est un tout petit îlot qui se situe à la pointe nord du Finistère. Vous avez une image en haut à droite. Donc sur ce petit îlot, il y a 2 phares. Un phare de 1845 et un phare qui a été mis en service en 1902. Donc ce phare est le phare le plus haut en pierre d'Europe. Il mesure 82 mètres de hauteur. Vous voyez en bas à droite une photo vue de l'intérieur avec cet escalier de plus de 300 marches qui permet d'accéder tout en haut à la lentille qui est posée sur un mur périphérique que nous appelons le mur de soubassement. Alors, la salle du gardien est située juste en dessous de la machinerie, au niveau 65-50. On voit à peu près les chiffres, c'est bon.
Donc ce monument a été classé en 2011. Il est constitué de granit qui a été prélevé sur l'îlot lui-même et d'une pierre bretonne qui s'appelle le Kersantou, qui ressemble beaucoup à du granit, mais qui en fait n'est pas du granit. Les joints sont en mortier de ciment et la lanterne est en fer, un fer publé, c'est-à-dire un fer spécial de la fin du 19e siècle. Alors pourquoi nous avons été d'ailleurs contactés par le CEREMA, puisque moi mon métier à l'origine, moi je suis ingénieur en génie civil et je fais de la recherche dans le génie civil, donc pourquoi m'a-t-on contacté pour faire de la recherche sur ce phare? Eh bien parce que globalement le phare de l'île Vierge est en très bon état, mais cependant on observe des pathologies tout en haut du phare sur donc ce mur de soubassement qui est le mur en maçonnerie qui sert de support en fait à la lanterne. C'est-à-dire que vous voyez sur la photo des gens qui se promènent là-haut et en fait ils contournent ce fameux mur dans lequel on observe des fissures, voilà, qui sont là et qui sont vraiment qui règnent sur toute la hauteur. Alors ces fissures, elles sont d'ailleurs situées exactement au droit, c'est-à-dire au même endroit que les petits poteaux métalliques qui soutiennent la lanterne et qui pénètrent dans ce mur en maçonnerie sur la face interne du mur. Alors le fait qu'il y ait des désordres structurels au niveau de ces murs en maçonnerie qui supportent les lanternes, c'est assez fréquent, mais là on nous a contactés parce qu'on n'arrivait pas à comprendre quelle était l'origine des fissures. Du coup, en 2017, nous démarrons un programme de recherche, donc de génie civil, pour comprendre quelle est l'origine des fissures. Et cela nous a amené à faire en fait une recherche tout d'abord historique en archives, avant de passer à une recherche plus traditionnelle de génie civil. Et à émettre des fissures sur la cause des fissures, à émettre des hypothèses, pardon, sur la cause des fissures. Alors, la première hypothèse qui avait été émise, c'était que simplement le fer de la lanterne s'était mis à se corroder, donc à rouiller, et que cette corrosion avait déclenché l'ouverture des fissures. Sauf qu'en 2017, des travaux de réparation ont eu lieu sur le phare, mettant à jour les poteaux de la lanterne, et on a constaté que les corrosions étaient strictement superficielles et que l'intérieur de la maçonnerie était en parfait état. Donc, la corrosion du fer de la lanterne n'était pas à l'origine des fissures. L'hypothèse suivante, la plus logique, a été le vent. Car on s'est dit, voilà un phare qui fait 80 mètres de hauteur, qui est en mer, dans une région où il y a des tempêtes. Donc le plus logique, c'est que ce soit le vent en poussant sur la lanterne qui déclenche des ouvertures de fissures. Donc c'est la première chose que nous avons explorée. Donc cela nous a amené à faire tout d'abord une recherche historique. Car la première question que je me suis posée, c'est mais est-ce que les phares étaient calculés au 19e siècle? C'est-à-dire, est-ce qu'on calculait la tour vis-à-vis du vent? Cela m'a amené à faire une recherche en archives et heureusement, ces archives sont très nombreuses. C'est-à-dire que les phares et balises ont conservé vraiment tous les textes de l'époque, tous les marchés et donc tous les échanges de courriers. Les ingénieurs de l'époque, donc des phares et balises, se sont posés beaucoup de questions car ils étaient conscients de construire le phare le plus haut jamais construit. Donc forcément, ils se sont interrogés sur les méthodes de calcul et c'est là où ça devient intéressant quand on fait de la recherche parce qu'ils se sont donc échangé beaucoup de courriers pour dire voilà comment un tel faisait, voilà comment un tel faisait et du coup, ces courriers sont une mine d'informations sur les méthodes de conception des phares au 19e siècle. Alors je vais essayer de vous résumer donc quelques conclusions de cette recherche historique sur finalement comment les ingénieurs ont pris en compte l'action du vent sur un phare. Alors c'est là que j'ai découvert pour ma part que Augustin Fresnel avait eu un rôle fondateur finalement dans l'histoire du génie civil, alors qu'il est connu et que je le connaissais moi aussi que dans son rôle fondateur dans le domaine de l'optique. Donc Augustin Fresnel, en 1825, a pour mission de construire le phare de la Baleine.
et il se demande comment fournir des calculs théoriques pour vérifier la stabilité du phare. Pour cela, il va chercher une première recherche qui avait été faite par un éminent ingénieur anglais qui s'appelle John Smeaton au XVIIIe siècle. John Smeaton, en 1746, présente devant la Royal Society de Londres le tableau que vous voyez ici à gauche, dans lequel vous avez en première colonne la vitesse du vent, et puis ensuite la pression du vent, et ensuite la terminologie correspondante. Donc Smeaton est le premier à avoir compris que la pression exercée par le vent est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc déjà, c'est un exploit scientifique. Et puis, il arrive à la conclusion que dans le cas des ouragans, donc c'est la dernière ligne du tableau, on arrive à une vitesse de 45 mètres par seconde. Augustin Fresnel va se baser sur ces résultats scientifiques et dire, eh bien moi je vais calculer les phares, donc la tour des phares, avec une vitesse de 50 mètres par seconde, ce qui correspond à une pression sur une plaque de 275 kg par mètre carré. En prenant cette décision, il fait un acte, je dirais, fondateur, puisque cette valeur de poussée n'a jamais été remise en question pendant tout le 19e siècle. Et finalement, les premiers règlements de calcul dans le domaine de génie civil qui ont servi à calculer les ponts, qui ont servi à Gustave Eiffel à calculer la tour, ces règlements ont conservé cette même valeur de 275 kg par mètre carré. Alors là où il a eu un rôle encore plus important, c'est qu'ensuite il a expliqué il a défini en fait une méthode de calcul. Donc en fait, sans faire de mécanique vraiment trop avancée, vous avez un schéma ici avec ce que j'ai représenté en jaune, une tour symbolique en fait. Donc quand une tour est carrée, on comprend bien que lorsque le vent s'applique sur la tour, on a une force globale du vent qui correspond à la pression par mètre carré de la face offerte au vent par la dimension, c'est-à-dire le diamètre de la tour et la hauteur. Mais lorsqu'on a affaire à une tour cylindrique, en fait, les ingénieurs du 19e siècle ne savaient pas du tout comment calculer la force du vent. Et là, Fresnel a eu un éclair de génie. Il a dit, eh bien, sur la tour cylindrique, la force du vent, c'est seulement les 2/3 de la force que l'on aurait si la tour était carrée. Alors, comme vous l'avez déjà dit, Augustin Fresnel n'a pas vécu très longtemps, mais son frère Léonard a pris la suite. Il a en fait rédigé toute la méthode de calcul inventée par son frère aîné et mis au point une méthode dans laquelle, je ne vais pas faire de mécanique savante, en fait, il explique comment prendre en compte l'effet de renversement dû au vent et l'effet stabilisant dû au poids. Et il émet une méthode avec des coefficients de sécurité en indiquant qu'il faut que le coefficient de sécurité soit au moins égal à 4. Cette méthode, en fait, développée par, je dirais, les frères Fresnel, a été enseignée et appliquée jusqu'en 1920 sur tous les phares construits en France et exportés dans le monde entier en même temps que les lentilles. Alors, pour continuer sur le phare de l'île Vierge, les ingénieurs, donc là on revient à la fin du 19e siècle, vers 1896, se sont dit, mais comment faire un phare d'une telle hauteur qui ne prenne pas des oscillations lorsque le vent se met à souffler, parce qu'on savait que ça risquait de faire déborder les cuves à mercure. Alors, on invente à cette occasion le premier oscillographe qui permet de mesurer la période d'oscillation du phare. Cet oscillographe permet de mesurer donc en 1905 une période de exactement 0,775 secondes. J'ai retrouvé ça dans les archives. Alors la question que je me suis posée avec mes collègues chercheurs, on s'est dit, mais et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver si on calcule maintenant le phare en 2020 avec les codes aujourd'hui, les normes actuelles qui sont des normes européennes. Donc vous avez dans ce tableau un petit résumé avec au milieu donc les résultats de la méthode de Fresnel et à droite les résultats de 2020 avec les normes européennes. On voit quoi? C'est que pour la vitesse du vent, Fresnel avait dit qu'il faut prendre 50 mètres par seconde. La vitesse de pointe calculée avec donc, la norme européenne est de 53 mètres par seconde. La poussée totale du vent avec la méthode de Fresnel est de 140 tonnes.
La poussée totale avec les normes européennes est de 75 tonnes, auquel il faut ajouter une majoration de 50%, ce qui fait que nous arrivons à 113 tonnes. Donc là, en fait, l'Eurocode valide totalement la méthode de Fresnel, qui avait été développée plus de 150 ans avant, puisqu'on a une erreur de l'ordre de 20%, ce qui est faible pour ce genre d'ouvrage. La période calculée aujourd'hui est exactement la même que celle mesurée en 1905, et donc on conclut qu'il n'y a pas de risque de résonance, et globalement que le phare est stable, en sécurité, et qu'il n'y a aucun problème dans la structure vis-à-vis du vent. Donc revenons à notre problème de fissure. Du coup, avec le CEREMA, on se dit la seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe dans le phare, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un plan de surveillance, un monitoring en anglais. Et donc, nous avons mis en place des anémomètres que l'on voit sur la photo de droite, en bas, pour mesurer le vent, donc à 3 points du garde-corps tout en haut sur la lanterne. On a mis en place des capteurs qui permettent de mesurer la variation de l'ouverture des fissures tout autour du phare, et on a mis en place des capteurs de température, car moi j'ai mis l'hypothèse qu'en fait le problème était lié à la température auquel était soumise le mur et à ces variations de température. Alors on a fait des mesures pendant 2 ans en collectant des résultats toutes les secondes pendant les 10 premières minutes de chaque heure. Donc je répète, toutes les secondes pendant 10 minutes, toutes les heures pendant 2 ans. Donc, autrement dit, on a un énorme tableau Excel, c'est-à-dire une base de données, puisqu'on a à peu près une vingtaine de capteurs pendant 2 ans de mesure. Donc, on a une énorme base de données, et c'est là que rentre en jeu notre savoir de chercheur, c'est que là, on fait ensuite de l'analyse statistique pour comprendre comment évoluent ensemble les 3 facteurs qui sont la poussée du vent, les variations de température et les ouvertures de fissures. Alors, je vais faire très très simple sur les conclusions. Nous avons donc obtenu, alors je vais passer en premier cette courbe, qui montre en verticale les ouvertures de fissures, en horizontale les variations de température. Et on voit 2 nuages de points, ça c'est pour 2 fissures. On voit 2 nuages de points qui sont très alignés, c'est-à-dire que là on a la démonstration qu'il y a une corrélation en fait d'un facteur avec l'autre, c'est-à-dire que les ouvertures de fissures sont totalement corrélées avec les variations de température. Alors d'où viennent ces variations de température? Donc pendant les 2 ans et demi, il faut savoir que la température sur l'île Vierge a été en moyenne entre 6 et 18 degrés, avec une tendance à la baisse. Alors que, évidemment, avec tout ce qu'on dit en ce moment sur les changements climatiques, je m'attendais à une hausse. Pas du tout. Il y a eu une légère tendance à la baisse de 0,2 degrés. À l'intérieur du phare, la température a très peu varié. En fait, elle varie d'environ 10 degrés l'hiver à environ 20 degrés l'été. Par contre, la température à l'extérieur du muret varie énormément. Elle varie de moins 5 degrés parfois l'hiver à plus de 42 degrés, donc l'été. Et cette température, elle varie constamment, tous les jours, du matin au soir, pendant toutes les saisons et pendant toute l'année. En particulier, on a constaté ce qu'on appelle un gradient thermique, c'est-à-dire une différence de température à un instant donné de 20 degrés entre un côté du mur cylindrique et l'autre côté du cylindre. Et ce gradient thermique varie constamment, ce qui fait que la paroi est constamment soumise à des effets de flexion tout au long de la journée. L'essentiel d'ailleurs de la variation d'ouverture de fissure est cyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aggravation, on revient au point de départ, mais il y a constamment cet effet d'ovalisation du cylindre. Cette variation toutes les heures, toute l'année, depuis 150 ans, a, nous pensons, créé un phénomène de fatigue thermique, c'est-à-dire que les pierres ont fini par se fatiguer à l'endroit des entailles dans lesquelles viennent se loger les pieds de la lanterne. Et c'est ça qui, à notre avis, a déclenché l'ouverture des fissures et qui continue à les faire vivre.
Alors pour conclure, je dirais d'abord que cette recherche, moi, elle m'a vraiment mis devant les yeux le rôle fondateur en fait d'Augustin Fresnel dans l'histoire même du génie civil, et pas seulement de l'optique, et dans l'histoire du calcul des ouvrages de génie civil vis-à-vis du vent, puisqu'en fait, ce sont ces hypothèses à lui qui ont été conservées pendant plus de 150 ans, et il a fallu attendre les progrès de l'aéronautique et la connaissance sur les turbulences pour que ces travaux soient complétés, donc près de 150 ans plus tard. Le phare ne souffre pas donc du vent, ne souffre pas de problèmes de corrosion, mais de problèmes de variation de température. Heureusement, ces phénomènes sont cycliques et donc je ne suis pas inquiète sur le phare. Les conclusions que nous avons trouvées sont généralisables à tous les phares de notre littoral. Nous avons aussi noté que les valeurs de température que nous avons mesurées sont supérieures à celles qui sont indiquées dans les normes européennes. Et ça, c'est quand même aussi un résultat important, parce que finalement, tous les ponts du littoral breton sont calculés avec les mêmes normes européennes. Et donc, il y aurait de quoi se poser des questions sur ces normes européennes. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour cette ouverture vers une meilleure connaissance d'Augustin Fresnel. Et maintenant, je vais passer la parole à Alison Raby, qui va poursuivre en nous présentant le projet Storlab. Ça marche pas. Ah non, mais on m'a interdit. Vous avez bien compris, là. Vous n'avez pas droit aux questions pour le moment. Voilà. Ouais. Merci. Bonjour. J'aimerais également remercier les organisateurs pour cette opportunité de vous parler du projet Stormlamp. Stormlamp est un acronyme pour le comportement structurel des phares au merci des vagues impulsionnelles. C'est un projet que nous avons mené au Royaume-Uni et en Irlande sur plusieurs années, qui s'est terminé il y a à peu près 3 ans. Je suis professeur Alison Raby de l'Université de Plymouth. Voilà, Plymouth, il y a quelques centaines d'années, un dessin des archives, une ville maritime dans le sud-ouest de l'Angleterre. Vous voyez quelques vaisseaux anciens. Juste au large de Plymouth, il y a les Eddystone Rock qui ont fait la perte de nombreux navires au cours des années avec de nombreuses pertes de vie. Voici le premier phare qui a été construit sur les rochers, conçu par Henry Winstanley en 1697, très élaboré. Ça a tenu à peu près 5 ans avant d'être balayé par une tempête en 1702. Winstanley était dans le phare le soir où ça a été balayé. Ici, le troisième phare, la tour de Smeaton. Je pense que vous connaissez Smeaton, qui a déjà été évoqué dans la présentation précédente. Ce phare, aujourd'hui, est à Plymouth House, symbole de la ville, et a été démantelé, construit en 1759 et démantelé dans les années 1800, car le rocher sur lequel il avait été construit commençait à céder. Et on a donc mis un phare sur le rocher d'à côté que je vais évoquer dans un instant. Ce travail a été mené avec les autorités des phares du Royaume-Uni et d'Irlande. Il y a quelques représentants de ces organisations dans la salle. Je ne vais pas beaucoup vous en parler, vous les connaissez bien, je pense. La question toujours est de savoir pourquoi il faut garder ces phares. Et j'étais ravi
d'entendre le directeur général tout à l'heure qui a expliqué qu'il était essentiel de garder ces aides physiques à la navigation, mais nous avons des systèmes satellitaires et des systèmes modernes. Pourquoi donc garder ces phares? Et voici une bonne raison. Ici, vous avez une photo d'une station spatiale avec des dégâts provoqués sur les panneaux solaires suite à une collision en 2009 entre une satellite de communication qui a fait que les deux ont été détruits. Et donc, les systèmes par satellite ne sont pas fiables à 100%. Et ici, vous avez l'ancien phare d'Eddystone avec quelques extraits du journal du gardien du phare qui évoque une tempête avec un mouvement important des verres et on avait l'impression que la tour avait sauté. Et ici, un autre extrait par rapport au phare de Bishop Rock, réveillé par un impact sévère accompagné d'un grondement assez terrifiant. Et là, c'était en 2014. Donc là, c'est un ingénieur de maintenance qui était sur place pendant une tempête. Et en 2013-2014, il y a eu toute une série de 13-14 tempêtes très importantes qui ont frappé cette région. Et avec le changement climatique, on prévoit la hausse du niveau de la mer. Et donc, si les eaux sont plus profondes, il y a des chances que les impacts des vagues sur les tours soient plus en hauteur. Et en 2010, il y a Trinity House qui a contacté l'Université de Plymouth, qui a fait beaucoup d'études de terrain sur des structures côtières, qui nous a demandé d'étudier les impacts sur le phare. Et depuis le campus envoie le phare, et donc il est assez facile de communiquer entre les deux sites. Suite à ce premier projet Eddystone, on a réuni un projet plus important avec University College London pour les analyses structurelles, l'Université d'Exeter pour certaines études de terrain, et à Plymouth, on a géré le contrat et étudié l'hydrodynamique. On s'est intéressé particulièrement aux aspects des vagues. On a fait des essais modaux de terrain que je vais évoquer maintenant. Ici, c'est en haut du phare de Bishop Rock avec des accéléromètres qui sont placés à différents niveaux de la tour. Ensuite, on a secoué les tours, on est allé dans différents lieux. On a pris des équipements pour secouer et on a mesuré ensuite les vibrations à différentes hauteurs. Et vous voyez sur la carte les phares, on a mené ces essais à Fastnet, en Irlande aussi, jusqu'en Écosse, on a été à Dubartak et au large du sud-ouest, on a fait des études à Bishop Rock, Longships, Wolf Rock et Eddystone. Et donc, on a secoué les tours et on a pris les mesures de vent également. Les conclusions ont été que l'intégration d'une structure de héliplateforme en haut des tours a un impact. Cette intégration des plateformes modifie le comportement structurel de la structure, mais aussi avec les données que nous avons, nous pouvons aussi faire une modélisation inversée pour voir quelle taille de vague serait nécessaire pour créer la vibration qu'on peut mesurer. Et donc, pour le suivi à long terme, là, c'était mené sur 2 tours, le phare de Wolf Rock et à Fastnet. Ici, vous avez des données en bas du phare de Wolf Rock avec un graphique qui montre quelques pics. Et ces pics correspondent aux vitesses maximales atteintes lors de différentes tempêtes, tempête Ophélie, Brian, Dylan, etc. Et sur la base de ces vitesses, on peut calculer les accélérations et aussi les mouvements, les déplacements. Et également à Wolf Rock, on a un système de caméras avec 2 caméras orientées légèrement différemment et qui fournissent des informations qui nous permettent de savoir quelle est la taille de la vague. Et puisqu'on a une alimentation électrique limitée au phare, il faut allumer, éteindre le système de temps en temps et
On a eu des problèmes pour l'opération des caméras à distance, mais maintenant on a réuni un ensemble de données qui est assez utile. Et ici, vous voyez les caméras sur la structure des plateformes. Une jolie photo où on voit que la coupole a été enlevée avec la plateforme qui a été construite par-dessus. Ça a été fait dans les années 1970. Et donc, les conclusions sur les vitesses, on peut calculer les accélérations. Et parfois, cela dépasse les 0,2 G, équivalent à un petit tremblement de terre. Et donc, il n'est pas étonnant que les gardiens des phares ont fait la comparaison entre les mouvements et les tremblements de terre. Pour l'analyse structurelle, ensuite, il y a eu 3 types d'analyse. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. En bas à gauche, c'est l'analyse limite. Et ici, on a la force qui est appliquée à différentes élévations et une force croissante. Et le mécanisme de défaillance et qui peut donner une défaillance est noté au milieu, c'est la méthode des éléments finis. Ici, toute la structure est considérée comme étant monolithique, un seul bloc de pierre. Et en haut à droite, c'est la méthode des éléments discrets. Et ici, on modélise vraiment avec les blocs de pierre du phare. Les phares du Royaume-Uni sont construits avec des blocs qui sont liés horizontalement et verticalement avec des boujons. Et ce modèle donc étudie les blocs individuels et peut calculer les contraintes. Pour l'analyse la plus complète, on a fait une méthode, on a appliqué la méthode des éléments finis sur une telle tour. Et ensuite, avec les éléments discrets pour la plateforme, pour l'hélicoptère, ici, je peux vous montrer ici. Ici, il y a certains lieux où les contraintes sont les plus élevées. Ici, sur certains des éléments métalliques. Ici, on a fait des modélisations avec des projections sur la base des évolutions attendues au niveau des bagues au cours des décennies qui viennent et qui peuvent servir pour les inspections. Et on a été impliqué dans une nouvelle conception d'une nouvelle plateforme pour hélicoptères pour le phare de Bishop Rock. Ici maintenant à l'université, le bassin océanique à l'université de Plymouth, où on a fait des modélisations des climats des vagues au cours des années qui viennent avec des modèles des interactions entre les vagues et le récif. On a commencé donc par une représentation très simpliste d'un cylindre sur une structure très simple à des angles différents, incliné de plat à un angle de 1,5. Et donc ensuite, on est passé en 3 dimensions dans le bassin côtier et ensuite à plus grande échelle avec une représentation très précise du récif. Et je vais vous montrer là les configurations. Committee House a un navire, le Galatea, qui fait ses travaux bathymétriques et qui est un petit vaisseau qui peut s'approcher des côtes. On avait aussi des drones qui ont pu faire des relevés d'informations aussi. Et donc, sur la base de l'étude par drone, on a pu préparer une représentation physique du phare, des rochers exposés, et puis faire le lien avec les modèles bathymétriques. On a reconstruit le phare avec un système de prototypage rapide en 3D, avec un cœur d'acier, avec une cellule pour mesurer les contraintes et pour avoir les informations sur les déplacements. Ici, c'était donc pour l'étude hydrodynamique plutôt que pour mesurer les contraintes sur la structure et avec des capteurs de pression aussi pour calculer les impacts et les contraintes des impacts des vagues sur la structure. Et ici, en accéléré, vous voyez la construction du dispositif. On a un plancher qui peut être, qu'on peut lever et faire redescendre avec ce système ici.
Ici, le modèle du phare positionné juste ici. Dans un instant, vous allez voir que le plancher va descendre dans le bassin. On voit que les techniciens travaillent très dur au laboratoire. C'est presque fini. Ça, c'est sur une période d'une quinzaine de jours, si je me souviens bien. Et maintenant, qui repasse sous l'eau. Et on voit le modèle du phare en jaune. Et ici, vous voyez les instruments et une coupe du dispositif. Et maintenant, une petite vidéo qui montre avec les vagues qui arrivent de droite vers gauche, qui passent sur le récif, qui déferlent ensuite. Et on a donc mesuré les pressions sur cette ligne, les forces impliquées, la taille des vagues à différents endroits du récif. Et on a suivi aussi la transformation des vagues. Les conclusions, donc on a étudié des vagues assez extrêmes, comme des vagues avec une période de retour de 250 ans, mais on a découvert que la force maximale était à moins de 30% de la force prévue. Et donc, ici, pour ce cylindre on savait que ça ne correspond pas exactement aux forces réelles, mais on a découvert que la durée d'application des forces, la durée pendant laquelle ces forces dépassent le seuil, était 50 fois plus longue que ce qui était prévu. Et donc, la force qui est appliquée est peut-être moins forte qu'il prévu, mais sur une durée plus longue, ce qui peut constituer une préoccupation pour les phares. Et aussi, on a une modélisation numérique de dynamique des fluides et avec un apprentissage par machine pour essayer de développer les ensembles de données pour voir avec différentes configurations quelle serait la meilleure estimation des forces, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail de ces calculs. Et donc les conclusions les plus importantes sont que dans ce lieu, on ne prévoit pas une augmentation très importante de la hauteur des vagues d'ici 2067, mais il peut suffire d'une petite augmentation pour que les forces soient démultipliées. Les phares sont, en fait, ce sont des vagues qui ont déjà déferlé sur le récif. Les vagues perdent de l'énergie, mais ensuite l'interaction avec le phare est plus longue. Aussi, la remontée de la vague qui peut être jusqu'à 5 fois plus que la hauteur. On voit des fois qu'on a la vague qui a éclaboussé jusqu'à la plateforme hélicoptère, et on sait que c'est le cas à Wolf Rock. Les ingénieurs y vont par hélicoptère, et parfois quand ils essayent d'atterrir, après les tempêtes, ils voient qu'il y a des panneaux qui manquent, et donc qu'il y a eu des impacts des vagues qui ont cassé certains éléments des plateformes. On a un document qu'on a préparé avec des conseils pour les autorités qui gèrent les phares, et vous avez beaucoup plus d'informations sur notre site internet. Et on a travaillé avec Nathalie, sur Morris Island aux États-Unis aussi, sur une tour norvégienne qui avait des problèmes de glace. Et aussi, donc, il y a quelques semaines, les toutes dernières nouvelles, il y a eu un vaisseau qui a interagi avec le phare. Vous avez peut-être pu le voir. Et donc, il y a eu plusieurs minutes où ce vaisseau était en contact avec le phare de Wolf Rock, avec le récif du phare, avant de tourner légèrement et puis de partir à la dérive. Ils avaient perdu les moteurs. Ici, vous avez une vue de la RNLI qui était venue pour sauver les personnels, le cas échéant. Et vous voyez donc ce navire vraiment juste à côté du phare. Ce jour-là, j'étais au site de Trinity House pour
recueillir des données d'accélération qui venaient d'arriver du phare. Quelques jours plus tard, ils sont repartis là-bas pour prendre des données des accéléromètres et pour voir l'impact du navire sur le récif du phare et aussi de vérifier qu'il n'y avait pas eu de dégâts qui auraient été provoqués car la signature structurelle du phare était inchangée. Et donc ici, vous avez le modèle du phare de Wolf Rock comme il est aujourd'hui. On a eu un peu d'argent pour peindre notre modèle, une représentation réaliste et avec un fanal tournant et voilà. Et donc, de temps en temps, on utilise le modèle pour des activités de sensibilisation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Alice. Moi, j'ai trouvé cette intervention passionnante et qui venait bien dans la continuité de celle que nous avait fait Nathalie. Ça nous rappelle que les phares, c'est avant tout un ouvrage d'art quand même. Un ouvrage d'art qui a été bien conçu de façon à pouvoir résister dans le temps malgré les modifications. Autre chose que ça nous rappelle aussi, c'est qu'on a toujours utilisé pour ces ouvrages les meilleures techniques du moment. Et là, Alison nous a montré tous les modèles, toutes les numérisations, etc. Et les capteurs, même si c'est des capteurs relativement courants, tant présentés par Nathalie que par Alison, c'est quand même on a une capacité maintenant de traitement de données très importante qui nous permettent de faire des mesures très denses. Ce qui a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, on avait eu une difficulté à pouvoir après analyser derrière ces données. Bon, je vais me faire attaquer derrière là. Donc, je vais passer la parole à Dave, mais je ne sais pas où il est. Ah, il est derrière moi. Voilà, qui lui va nous permettre de rester en Irlande et de voir un peu comment les phares sont des vecteurs de développement du territoire. Je vais mettre Thank you. Good morning, everybody. Bonjour à tous et merci beaucoup de me donner cette occasion d'intervenir ici devant vous. Mes quelques diapos seront moins techniques que les intervenantes qui m'ont précédé, mais je suis heureux aussi qu'Alison ait parlé de nous. Je m'appelle Dave Ward, je travaille avec Commissioners of Irish Lights, donc je suis directeur commercial, donc je me charge de tout ce qui est produit de tourisme, les grands phares d'Irlande, Great Lighthouses of Ireland. Et je voudrais aujourd'hui juste vous en dire quelques mots sur les grands phares irlandais et nos promesses aux nos visiteurs irlandais et étrangers. Le modèle de mise en œuvre qui continue à croître et évoluer, c'est comment on fait vivre notre patrimoine des phares. Et je crois que les présentations de ce matin ont été très intéressantes à écouter parce que les avancées technologiques, l'histoire des phares, c'est ce que les gens veulent comprendre, les phares dans le passé, dans le présent et à l'avenir. Donc, c'est vraiment une initiative collaborative développée par Irish Lights. Ça a été lancé en 2015 et il y a énormément de valeur pour nous en tant qu'organisation, mais aussi par rapport à beaucoup d'autres parties prenantes maritimes sur l'île d'Irlande. Ça nous permet de partager et de protéger notre héritage, notre patrimoine des phares et sur les zones côtières de l'île d'Irlande que vous voyez. C'est très important de pouvoir défendre ce patrimoine dans le contexte économique auquel nous devons faire face aujourd'hui. Et il y a aussi une perspective de cohésion sociale. Les grands phares d'Irlande, il y a 15 partenaires qui travaillent et exploitent 21 expériences visiteurs partout en Irlande. Donc, ce sont des attractions. Bien sûr, les personnes montent dans le phare, visitent les hébergements, vraiment vivent cette expérience unique de dormir dans un phare. Mais aussi, il y a des tours en bateau autour des îles pour pouvoir interpréter ces phares vus de la mer. Et on a 6 sites de plus qui sont prévus au cours des 2 ou 3 années à venir. C'est un superbe exemple d'un partenariat public-privé qui se rassemble en tant que collectif. Ici, en 2021, j'ai mentionné qu'on a lancé cette initiative en 2015, mais les choses ont évolué très vite. En 2021, nous avons en fait rafraîchi un peu notre marque.
On a regardé notre identité et qu'est-ce qui résonnait dans l'esprit du public. Donc, c'est beaucoup plus que de juste monter dans le phare. Les gens voulaient vraiment embrasser les éléments autour de ces phares. Donc, on a voilà ce nouveau look qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus de vivacité, avec plus de longévité, je pense, pour l'avenir. Et ça rejoint aussi les recherches de nos agences de tourisme sur le concept de l'activité en extérieur et cette tendance où l'expérience des phares vraiment fait partie aussi du champ de la santé et du bien-être, donc pas seulement du patrimoine. Alors le modèle ici, c'est que Irish Lights a commencé à travailler il y a plus de 250 ans autour des côtes d'Irlande. Mais les avancements qu'on a pu connaître dans la technologie nous ouvrent de nouvelles possibilités pour considérer de nouveaux usages pour les visites d'infrastructures et bien sûr le développement du tourisme, c'était évident pour nous sur de nombreux sites en Irlande. Si je regarde l'historique et comment ça s'est développé, alors en 1996 et jusqu'en 2012, le tourisme, et c'était vraiment au début pour les phares, et c'était vraiment ad hoc. Chacun faisait un peu comme il pouvait individuellement. À partir de 2012, il y a une démarche beaucoup plus proactive et stratégique. On a pu obtenir un financement de l'Union européenne sur un programme pour pouvoir rénover un certain nombre de sites et développer vraiment un parcours de tourisme sur toute l'île d'Irlande. Donc, on a pu rénover 5 phares sur la côte nord de l'Irlande et créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme Grand Phare d'Irlande, cette marque et ce partenariat. Ça a été lancé en 2015, ça représente en fait plein de sites tout autour, ça fait comme un collier tout autour de la côte de l'Irlande, de notre île, et ça nous permet de positionner les expériences en tant qu'actifs culturels pour l'île d'Irlande. Dans le cadre de ces investissements, on a développé bien sûr un site web. Nous avons des brochures comme celle que je vous montre qui semblent très bien passer. Ça séduit vraiment la clientèle. Alors on essaye de quitter bien sûr le modèle imprimé, mais les gens aiment bien quand même avoir ce papier, regarder les cartes, comprendre où se trouvent tous les sites sur l'île. Et ça aide vraiment à construire notre image de marque et de créer de nouvelles opportunités pour attirer des visiteurs vers notre île. Jusqu'en 2019, on avait jusqu'à 45 journalistes qui écrivaient des articles dans la presse nationale et internationale, y compris des publications dans le New York Times notamment et dans National Geographic. Donc, ça démontre un intérêt très fort dans ce patrimoine que représentent les phares. Le partenariat et la coopération, les partenariats sont bien sûr essentiels. Ils sont un élément clé pour la réussite. Comme nous le savons, les phares sont universellement reconnus et attirent des publics partout. Ils se trouvent très proches des paysages côtiers les plus fabuleux. Ça montre aussi la culture, l'histoire locale, l'accueil. J'avais une petite vidéo, mais je pense qu'il y a un petit problème technique, donc je ne vais pas pouvoir repasser. Mais cette vidéo est disponible sur YouTube, mais je n'ai pas pu ici utiliser le lien vers la vidéo. Ce que je voulais vous dire, ces grands phares d'Irlande, ça a vraiment connu une belle croissance au cours de ces dernières années. Donc, on veut créer des expériences visiteurs autour d'une culture maritime riche, utilisant les éléments constitutifs des personnes, des lieux et des partenariats. Il y a beaucoup d'opportunités pour forger notre vision pour l'avenir. Alors, pour pouvoir façonner et exprimer cette vision, on a créé un certain nombre, voilà, on a établi et identifié un certain nombre de priorités. Donc, c'est vraiment crucial pour nous comment on interagit avec nos publics, donc le développement d'un tourisme durable notamment, et vraiment travailler avec plusieurs référents dans ces domaines pour être sûr que les grands phares d'Irlande apportent de la valeur à tous les participants. Ce qu'on a appris, c'est que quand on ouvre un phare, si on n'a pas le soutien de la communauté locale, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, en tant qu'agence culturelle basée dans la ville, on n'est pas sur les côtes, on a appris quand on enlève l'être humain, on perd ce lien avec ces communautés locales. Et donc, c'est très important dans le cadre de ce projet de réétablir cette connexion avec toutes les communautés tout autour de l'Irlande. Donc ici, je vous montre des exemples de la manière dont on communique, comment on collabore localement. On a évidemment une signalisation sur site, c'est clé pour la signalétique, développer aussi des récits, du narratif
et bien comprendre ce patrimoine et le faire vivre en utilisant des histoires qui ont vraiment un sens. Et on a des rapports annuels, évidemment, qu'on produit avec nos financeurs potentiels et aussi on a des campagnes consommateurs pour pouvoir nous engager auprès de nos publics et on participe bien sûr aussi aux fêtes de la mer, à plein d'événements maritimes. Donc en 2019, on a mené une étude d'impact socio-économique indépendante sur les grands phares d'Irlande. Et voilà quelques statistiques que je voulais partager avec vous. En 2019, on avait, comme j'ai dit, 15 expériences qui ont permis d'attirer plus de 420 000 visiteurs dans des phares. Et donc, on a pu avoir 143 000 visites guidées de nos phares. On a eu plus de 4,9 millions d'euros pour la région locale, 133 emplois directement pour les phares grâce à ces visiteurs et l'impact direct et indirect combiné sur les communautés côtières au sens large, 16,86 millions d'euros avec un soutien à 409 emplois. Donc ça répond vraiment à un agenda stratégique et c'est ce développement du tourisme durable sur l'ensemble des îles. Et c'est vraiment un catalyseur pour des investissements futurs. Alors, bien sûr, étant ici devant vous, je vous parle du tourisme des phares, mais je suis obligée de parler du Covid, parce que le Covid a donné lieu à une crise telle qu'on n'a jamais vue ailleurs, en Irlande comme ailleurs. Alors, il y a eu un choc énorme pour le secteur, ça a été immédiat comme impact. Et on a eu bien sûr des fermetures provisoires, de perte de personnel, des questions liées à la sécurité, à l'entretien des structures. Mais il fallait vraiment qu'on garde cette marque vivante, qu'on soit tout à fait prêt quand la situation allait s'améliorer, qu'on allait pouvoir redémarrer nos activités. Un bon exemple de la manière dont on a fait ça, c'est qu'on a été voir les acteurs du marché pendant le Covid. C'est un projet qu'on a lancé. En fait, c'était un concours d'écriture pour des enfants, pour écrire des récits sur les phares avec plus de 1300 candidats. Et il y a eu un superbe livre qui a été écrit avec tous ces récits d'enfants, des récits pour enfants aussi. On a publié les 1300 histoires sur un site web. On a produit 10 vidéos qui ont été également publiées sur YouTube. Donc, toutes les recettes de ce livre ont été versées à une organisation caritative pour enfants. C'était vraiment une manière géniale de reconnecter avec le marché pendant le Covid et également pour stimuler la demande quand les confinements allaient être terminés et les personnes allaient pouvoir retourner dans les phares. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, les phares irlandais, en tant qu'organisation, on veut continuer à protéger, partager notre patrimoine unique. On veut vraiment pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités pour ajouter de la valeur autour de l'engagement public, l'éducation, la collaboration. Et comme je l'ai mentionné, on a des archives vraiment très importantes et on peut encore en faire beaucoup de choses. Ça nous offre énormément d'opportunités d'améliorer la manière dont on met en vitrine et on met en valeur notre patrimoine et notre culture. Donc, pour la planification, pour l'avenir, on mène beaucoup de concertations, notamment avec les agences de tourisme. Et en 2022, notamment, notre agence nationale du tourisme a publié une série de recherches pour vraiment identifier les opportunités pour les phares. Vraiment, l'orientation des visiteurs, le tourisme, l'écotourisme, le tourisme local, le tourisme durable et les marchés, les niches notamment. Donc, ce qu'on voit en Irlande, c'est en utilisant ces phares, on peut les utiliser comme pôles pour attirer les personnes vers des zones plus reculées de l'île. Et on veut lier le bleu et le vert, les points de départ des sentiers notamment, c'est très important. Explorer des centres d'excellence sur la plongée sous-marine, la géologie, c'est comment on construit ces interprétations pour nos visiteurs. Et aussi les expériences premium. Ça, c'est lié à l'hébergement. Autour du Covid, pendant le Covid, les attractions visiteurs n'étaient pas ouvertes, mais les hébergements étaient ouverts pendant le Covid et vraiment, il y a eu beaucoup de clients. Donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité importante. Les gens veulent pouvoir être hébergés dans des lieux insolites comme ça. Alors, en conclusion, juste pour vous dire du point de vue de Irish Lights,
Notre expérience dans le tourisme des phares, c'est vraiment tirer le meilleur parti de ces efforts collectifs entre les agences de tourisme, le gouvernement, les communautés locales. Et bien sûr, vous savez, l'Irlande a une forte culture maritime. Et bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir des bienfaits économiques et sociaux pour les communautés locales. Et c'est ça qu'on veut faire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Dave, pour cet exposé qui, je trouve, est très intéressant. Il montre qu'en fait, partout dans le monde, on aurait pu aller à la facilité. C'est-à-dire se dire, on a des ouvrages qui sont beaux, on fait monter les gens, on récupère un peu d'argent au passage, et voilà, ils ont juste un point de vue. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est tous partis sur autre chose. On est tous partis en se disant qu'un phare, c'est un trait d'union entre la mer et la terre, que les terriens sont aussi attachés au phare que les marins, pour des raisons différentes. Et cette double fonction du phare est arrivée assez tardivement, dans les années 90 en France. Dave nous a dit un tout petit peu plus tard en Irlande. On a pris conscience, je crois, qu'en fait, on avait quelque chose de majeur, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre un développement du territoire, qui va permettre d'être un vecteur de connaissances du monde maritime. Et on a surtout la chance d'avoir des ingénieurs qui ont fait des ouvrages d'art absolument magnifiques. On a vu tout à l'heure Nathalie nous montrer des photos de l'intérieur du phare de l'île Vierge. Vous avez visité hier le phare de la Coubre et vous avez pu voir les opalines. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on mettrait autant de moyens pour faire des ouvrages. Et je crois qu'il faut qu'on les mette, ces moyens. Il faut qu'on les mette parce que c'est ce qu'on laisse après aux générations futures. Alors, ça peut être différent, mais je crois qu'il faut qu'on ait ce souci à la fois du beau et du fonctionnel. Et on peut très bien rallier les deux. Alors maintenant, Jacques, on a combien de temps pour les... Plus de temps, tu as dépassé ton temps. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez autant de temps que vous voulez pour poser les questions. Donc allez-y, mais faites vite parce que bientôt ils vont nous couper les micros. On est censé déjà partir. Questions, mais n'hésitez pas à poser quand même des questions. Bonjour, Bernard Mette. À Nathalie, pour le phare des îles Vierges, est-ce qu'il n'y a pas un défaut de construction aussi? Parce que j'étais très surpris de voir que les joints étaient superposés et donc ça fait un coup de sabre. En plus, les joints sont en ciment qui n'est pas souple du tout et non pas des joints de chaux. Donc la superposition des joints et la construction avec du ciment. Il marche le frigo? Micro. Le micro, pardon. Alors, superposé, non, les joints ne sont pas superposés, c'est une maçonnerie parfaitement bien exécutée avec des gros blocs en quinconce. Par contre, la fissure est verticale, c'est-à-dire que la fissure, elle est entre deux blocs, dans le joint, puis elle coupe le bloc qui est dessous en deux, puis, etc. Donc la fissure est verticale, mais non, c'était un point très important, le fait que la fissure soit capable. Il y a un moment donné un effort qui a été capable de couper un bloc de granit, enfin de Kersanton, mais c'est quand même une roche qui a une résistance. Alors j'ai du mal à dire des chiffres parce que en termes de scientifiques, on dirait que c'est une roche qui résiste à peu près à 150 mégapascales. Alors ça parle pas à tous, mais pour comparer, un béton standard avec lequel on construit des immeubles tous les jours, ça résiste à peu près à 20 mégapascales. Donc oubliez l'unité, oui, vous avez un facteur qui va de 20 à 150. C'est-à-dire que le meilleur des bétons de performance aujourd'hui n'y arrive pas. Donc on a cette pierre de Kersanton qui vieillit très très bien, qui ne se corrode pas, qui ne s'altère pas. Elle a été capable à un moment d'être coupée en deux. Donc ça veut dire des efforts colossaux. Voilà. Votre deuxième question, c'était
Vous avez parlé des joints au ciment. Alors, les joints au ciment, pour lier du granit, ça n'a rien de choquant du tout. Entre des pierres calcaires, on ne ferait pas ça, on mettrait plutôt de la chaux, mais avec le granit, ça ne pose pas de soucis particuliers. Plusieurs réparations ont été faites de ces joints, il n'y en a aucune qui tient d'ailleurs. Je vous propose une autre question et puis après, je vous propose que sur le navire ou pendant le repas, vous puissiez échanger et poser toutes les questions. Parce que si vous voulez aller à Cordouan, c'est les horaires, là, on ne peut pas y échapper. Une autre question? Non, c'est pas. Non, il y a que ceux qui ont le ticket lundi qui vont à Cordouan. Après, les autres, ils ont le ticket mercredi. Pas de questions? Bon. Une dans le fond. Est-ce qu'on peut avoir un micro dans le fond, s'il vous plaît? Il y a une question. Tiens, reste Solange, Jean-Marie va. Il a le micro. Merci beaucoup. Allô, oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Florie Allard. Je suis conservatrice des monuments historiques à la DRAC et notamment en charge sur les dernières années de la maîtrise d'œuvre sur la restauration du phare de Cordouan. Alors, j'avais une question pour vous, madame, concernant votre travail que vous avez mené en Angleterre et sur le montage du projet que vous avez réalisé. Quels sont les acteurs qui sont mêlés à ce projet? Est-ce uniquement l'université? Ou alors, comment cela se fait également avec le propriétaire du phare? Yes, I'm sorry if that wasn't clear. Oui, désolé si je ne l'ai pas dit clairement. Le projet a été motivé par On a travaillé avec les phares britanniques, effectivement, en collaboration étroite avec eux. On a aussi travaillé avec plusieurs consultants en ingénierie. C'était pas juste une étude universitaire. Clairement, on a travaillé avec plusieurs acteurs et sous le contrôle des phares d'Irlande et de Grande-Bretagne. Jean-Marie, le micro pour Omar. Devant. Première ligne. Thank you. Good morning all. Merci, bonjour à tous, je m'appelle Omar, je travaille avec l'association internationale, l'AISM, et je voudrais poser une question à Alison, qui est en fait déclenchée par l'autre question. Le travail que vous avez mené a été vraiment, le moteur de ce travail-là a été le fait que les autorités des phares s'inquiétaient de la santé des structures de phares. Donc, ma question pour vous, est-ce que vous voyez que ces mesures sont prises partout au Royaume-Uni? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait faire une recommandation pour l'échelle mondiale? Comment mesurer les vibrations? Comment suivre et vérifier la santé des structures? Oui, et j'ai contribué à une des publications de l'AISM. Donc, on est très heureux par rapport au fait que les méthodes qu'on a pu développer soient utilisées de manière plus large. Les tours qu'on a étudiés plus particulièrement, c'était les blocs qui sont enchevêtrés. Et donc, les impacts auraient pu causer des problèmes s'il n'y avait pas eu cet enchevêtrement, cette imbrication verticale. Et je sais que parfois, il n'y a pas toujours ce mécanisme d'entremêlage ou d'imbrication. Donc, on pense que jusqu'en 2067, les structures resteront stables, mais on serait très heureux de pouvoir parler aux autorités internationales concernant leurs structures et ce qu'on fait pour leur suivi. Merci beaucoup. Merci pour ces belles présentations. J'ai une présentation pour le CEREMA. Une question pour CEREMA, pardon, le remplacement du mercure. Combien de temps le phare ne fonctionnait pas, en fait, en réalité, la lumière ne fonctionnait pas? Combien de temps vous avez arrêté
il n'y a pas eu d'interruption en réalité. Le remplacement, je ne sais pas le dire, on a fait tout ça en phase. Donc, tout a été phasé de telle sorte que ça puisse continuer à fonctionner en réalité. Bon, je crois qu'on va arrêter les questions là. Vous avez, on a 3 petits quarts d'heure pour manger. Il va vraiment falloir respecter ce timing pour que ceux qui sont prévus pour la visite de Cornouailles puissent le faire. Voilà. Je vous invite à passer à table dans la salle d'à côté. Là, vous sortez. Donc la salle, c'est la salle Cornouailles. Donc il faut que vous sortiez du bâtiment, vous prenez la rue à gauche et au deuxième carrefour, la rue sur votre gauche. Le bâtiment est au fond. Pour les personnes qui n'ont pas de badge ou qui n'ont pas leur ticket, je vous rappelle que vous pouvez les prendre à l'accueil. Et donc, je vous donne rendez-vous. Il faut absolument qu'on redémarre à 13h cet après-midi ici. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h ici. Bon appétit. Merci beaucoup. Et merci à tous les orateurs et à toutes les personnes pour les questions extrêmement intéressantes. Merci.